Donc dans cette deuxième partie, nous allons aborder la question du point de vue des modernes. Voilà, désir et politique chez les modernes. Donc nous l'avons vu cette année en cours, les données du problème changent considérablement avec la modernité, parce que le désir est pensé comme un processus subjectif relatif au sujet désirant. Et la question de l'objet passe au second plan. Il n'y a plus de suggestion des individus, des hommes, à un objet commun, pas de désirable en soi qui fasse l'unanimité. Et dès lors, il faut apprendre à penser le désir sans l'objet, et apprendre à penser le désir sans l'objet, c'est perdre de vue l'idée qu'il y a des désirs partagés sur lesquels nous pourrions fonder la vie politique, comme chez les anciens par exemple. Le désir se recentre sur la sphère individuelle. Et d'ailleurs même, nous avions vu avec Hobbes que nous pouvions faire une genèse de nos désirs sociaux à partir des désirs privés et égoïstes. Même le désir de la vie commune, le désir du commun, n'est pour Hobbes qu'une émanation de nos désirs égoïstes privés. Pourquoi, souvenez-vous, dans ce texte mordant, pourquoi est-ce que nous aimons les sociétés, pourquoi est-ce que nous aimons nous réunir? Eh bien, souvent pour l'avancement de nos affaires privées et pour rire. Rire de qui? Eh bien, souvent des autres. Voilà. Et cela montre que la sociabilité naturelle, puisqu'elle est fondée sur le désir privé égoïste, toujours capable de faire sécession et de contredire l'ordre commun, cette sociabilité naturelle est conflictuelle. Voilà, donc le désir pour les modernes n'est pas d'emblée politique. Et les désirs ne trouveront pas en eux-mêmes un principe susceptible d'assurer leur compatibilité ou leur harmonie. Et on ne pourra pas supposer l'existence d'un ordre transcendant, d'un summum bonum, comme dit Hobbes. Ce souverain bien n'existe pas et ne surplombe pas les hommes. Il faudra donc cet ordre transcendant l'inventer, le construire à partir de ce que sont les hommes. Il faudra que des institutions, un contrat social, donnent à nos désirs une configuration politique qu'ils n'ont pas naturellement. Voilà. Donc le désir devient avec la modernité un vrai problème politique. Voilà. Et Hobbes, souvenez-vous, nous avait dit que sans les désirs et les passions humaines, eh bien, l'humanité ressemblerait à une ruche bien ordonnée. Le désir est comme ce grain de sable, cet élément anti-politique qui fait toujours planer sur nos relations la menace d'une guerre. Alors dans un premier temps, nous aborderons l'analyse hobbesienne et puis ensuite la critique rousseauiste. Hobbes, là je fais un résumé, je ne vous apprends rien, ce livre a une analyse fine des métamorphoses du conatus dans l'état de nature. Il nous montre comment, d'un légitime désir de persévérer dans son être, ce conatus en vient à un désir de domination sans bornes qui conduit à une guerre des désirs qui caractérise donc cet état de nature. Cet état de nature est caractérisé par la présence d'un droit naturel sans limite, droit de prendre pour chacun tout ce qu'il juge bon pour lui. Ce droit naturel est un droit de, qui n'est pas un droit à, et pour lequel il n'y a aucune garantie de réciprocité. Ce qui fait que cet état de nature, qui repose sur ce droit de, est extrêmement précaire, puisque la puissance de chacun est limitée par la puissance des autres, puisque la puissance de chacun n'est pas reconnue par la puissance des autres, et que nos conatus individuels se menacent réciproquement, puisque nos désirs se gênent. Pourtant, et ça c'est un point que j'aimerais relever, pourtant, si les hommes désirent des choses extrêmement diverses et variées, si les hommes désirent au hasard et dans le désordre le plus complet, si les hommes désirent sans qu'on puisse assigner à leur désir un ordre ou un objet bien identifié qui permettrait de les rassembler, pourtant il se dégage dans ce chaos désirant une ligne directrice. Quoi que les hommes désirent, ils désirent toujours jouir en paix.
Et donc le désir de sécurité est ce sur quoi la vie commune pourra se fonder. Hobbes nous montre qu'il y a à l'origine de l'État deux affects. Une aversion, la peur de la mort, et le désir de vivre tranquille. Donc vous voyez, s'il fallait générer ici une dialectique, on voit que ce désir commun qui est au fond de la vie politique et qui nous fait accepter les institutions et la loi, ce n'est pas le désir du bonheur, ce n'est pas le bonheur, comme chez les anciens, c'est la paix et la sécurité. La solution hobbesienne, vous la connaissez depuis la classe de terminale, elle consiste à nouer entre les hommes un pacte social. Elle consiste en la soumission du cognatus individuel à la loi qui exige la réciprocité. Elle consiste au passage du droit de au droit à, et je vous renvoie au cours. Chacun va se démettre de sa liberté absolue de prendre tout ce qu'il juge bon. Chacun va se dépouiller de sa puissance de faire obstacle aux autres pour confier cette puissance à une seule autorité, à une seule instance qui disposera de toutes nos libertés, de toutes nos puissances cumulées pour assurer notre sécurité. Je vous rappelle que ce pouvoir confié au souverain est sans limite. Le limiter ou le conditionner, ce serait l'affaiblir et le rendre incapable d'accomplir sa tâche, qui est de garantir la sécurité. Donc, s'il fallait reformuler la solution hobbesienne dans les termes de notre sujet, Hobbes montre que par le pacte social, nous échangeons notre liberté naturelle de satisfaire tous nos désirs contre la liberté civile. La loi va limiter le nombre d'objets sur lesquels notre désir peut porter. Mais, en retour, elle va garantir la jouissance sûre de ces objets que nous sommes autorisés à désirer. Donc vivre en société dans un État, c'est accepter de restreindre l'expression de ses désirs pour gagner une garantie de succès et de réalisation de ces mêmes désirs. Je reformule encore, le pacte social permet d'organiser la coexistence et la cohabitation de nos désirs, grâce aux lois, qui feront que la réalisation du désir des uns s'arrêtera là où commencera celle du désir des autres. Voilà. Et seuls auront le droit d'exister ces désirs qui pourront permettre de coexister. Alors, évidemment, cette solution, c'est la plus simple à comprendre, mais elle pose, je crois, deux problèmes. On pourrait se demander s'il n'est pas possible, premièrement, de fonder la vie politique sur un contrat, sur un pacte social qui soit moins coûteux en termes de liberté. C'est vrai que nous avons un désir de sécurité, mais n'avons-nous pas aussi, et peut-être avant, un désir de liberté ? Et d'ailleurs, ce désir de sécurité n'est qu'au service de ce désir de liberté. Donc n'y a-t-il pas là une sorte de contrat de dupe ? Et d'autre part, la vie politique doit-elle se contenter de rendre compatibles nos désirs individuels ? N'a-t-elle pas aussi pour vocation de renforcer notre désir du commun, de faire émerger peut-être un désir du commun qui ne préexistait pas ? Ces deux questions, ces deux préoccupations, Jean-Jacques Rousseau va y être sensible. Et donc, j'aborderai ici maintenant sa philosophie politique développée dans son grand texte, le contrat social. Vous le savez, il y a en philosophie politique, je pense depuis votre cours de terminale, vous l'avez compris, une opposition très structurante entre Hobbes et Rousseau. Hobbes est le théoricien de l'absolutisme monarchiste, Rousseau de la démocratie directe. Et s'il fallait formuler leur opposition dans les termes de notre année, on pourrait dire que chez Hobbes, le désir de liberté est secondaire par rapport au désir de sécurité. Voilà. Et vous voyez, dans mon exposé, je suis en train d'avancer. Le désir commun chez les anciens, c'était le bonheur. Et c'est ce sur quoi reposait finalement l'ordre politique. Chez Hobbes, c'est le désir de sécurité. Chez Rousseau, c'est le désir de liberté. Parce que pour Jean-Jacques Rousseau, la liberté est inaliénable. C'est notre essence. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on a.
mais qu'on est, EST. C'est pas quelque chose que l'on possède comme un bien et que l'on pourrait perdre. On est libre. Et les contrats de servitude tels que le contrat que propose Hobbes reposent sur cette erreur anthropologique, qui est une sorte de scandale métaphysique, qui considère que la liberté est un bien dont on pourrait finalement se dessaisir sur une sorte de marché. Rien pour Rousseau ne justifie l'abandon de la liberté. Et s'il y a une aliénation possible, elle peut porter sur ce qui relève de l'avoir, mais pas de l'être. Et donc notre désir de vivre ensemble, la vie commune, repose en réalité sur ce désir de faire grandir notre liberté. Ce que l'on peut attendre du contrat social, ce n'est pas seulement qu'il garantisse notre sécurité, mais qu'il réalise notre liberté. Ce qu'on peut attendre de l'État, c'est qu'il nous libère des rapports de dépendance personnelle. Parce qu'être soumis à la loi, ce n'est pas la même chose qu'être soumis, qu'être sous la coupe. J'ai l'impression que ça a coupé, je répète, être soumis à la loi, ce n'est pas la même chose qu'être sous la coupe du plus riche ou du plus fort. Le désir fondateur chez Rousseau, c'est bien le désir d'autonomie personnelle. Ce désir de n'obéir à personne en particulier, et ce désir est plus structurant, plus déterminant que la crainte. Voilà. Et si dans le contrat social, nous rendons une partie de notre liberté naturelle, c'est pour accéder à une liberté supérieure, pas seulement à la sécurité. Et de même, il ne s'agira pas pour Rousseau, pour l'institution publique, il ne s'agira pas seulement pour l'État de rendre compossibles nos désirs, mais de leur donner une forme supérieure, de les métamorphoser. Alors je reviens sur son état de nature et puis sur son pacte social. L'état de nature chez Rousseau est très complexe, il est évolutif et il ne repose pas sur la même anthropologie que celle de Hobbes. Vous le savez, il n'y a pas chez Rousseau d'égoïsme inné ou de volonté innée de dominer chez l'homme. L'homme, naturel, est solitaire, il est indifférent à son semblable. Il a des besoins extrêmement limités, vous voyez, quelque part il n'a pas de désir, il est encore dans la sphère du besoin. Pourquoi ? Parce que son imagination est très peu développée. Et c'est ce qui fait qu'il est heureux. Si le bonheur consiste dans cette coïncidence entre ce que je veux et ce que je peux. C'est le rapprochement entre les hommes à l'état de nature, c'est la naissance de la vie sociale, alors naissance un peu mystérieuse, on ne sait pas trop pourquoi les hommes se rassemblent, catastrophe naturelle peut-être qui fait qu'on a besoin les uns des autres, qu'on est dans une situation de pénurie. C'est la naissance de la vie sociale, une vie sociale encore non institutionnalisée, qui va faire naître chez les hommes des passions dérivées comme l'amour-propre. Mais vous voyez, l'amour-propre n'est pas un désir inné chez l'homme. Et Rousseau va montrer comment on passe de l'amour de soi, tempéré par la pitié, amour de soi totalement légitime qui fait qu'on cherche la conservation de notre être, à l'amour-propre, au désir de se comparer les uns aux autres, de se jauger par rapport aux autres et de vouloir être le centre de la considération des autres. Désir de reconnaissance, désir d'être estimé. Voilà, petite parenthèse, là vous voyez que autant Hobbes que Rousseau va vraiment penser une genèse du désir, des métamorphoses du désir avec des grandes constantes anthropologiques. Voilà. Et ce serait intéressant dans une copie sur les métamorphoses du désir, d'utiliser ces analyses. Bon, parenthèse, c'est pas le propos. Donc, Rousseau va montrer que petit à petit, cet état de nature progressivement socialisé va tourner à la guerre, comme chez Hobbes. Voyez, mais attention, cette guerre ne repose pas sur une nature humaine fondamentalement égoïste et méchante. Mais petit à petit, les hommes vont devenir insupportables les uns pour les autres. Voilà.
Cette guerre, j'insiste encore, n'est pas la conséquence inévitable des conatus, mais vraiment une conséquence dérivée de la vie sociale. Ce sont les passions et les affects sociaux qui vont rendre l'homme insupportable. Et c'est la vie sociale qui va dénaturer la forme première de l'homme et qui va petit à petit créer des liens de dépendance et de hiérarchie. Vous voyez, l'amour-propre va faire apparaître des plus forts, des plus beaux, des plus intelligents, des plus riches, qui vont entretenir un ordre inégalitaire que la propriété privée d'ailleurs va consolider. Voilà. Et c'est ainsi que la liberté originelle de l'homme, n'être asservi à rien ni personne, va se trouver compromise. Le contrat social aura pour but précisément de sauver cette liberté naturelle compromise. Et que va demander le contrat social aux hommes ? Il va exiger, je cite cette formule du contrat social, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. S'il y a une chose à savoir par cœur dans votre vie, c'est ça, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Alors, je fais un petit résumé de votre cours de terminale ou de première année. Qu'est-ce qu'il faut relever dans cette formulation du contrat social qui, à première vue, si on passe rapidement sur les expressions, semble très proche de celle de Hobbes. Aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits. On a l'impression que ça n'est pas très différent de ce que propose Hobbes. Ça l'est. Pourquoi ? Parce que la solution de Rousseau est strictement immanente. Chaque individu renonce à son pouvoir et sa liberté au profit du tout. Vous voyez ? Aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Donc il renonce à son pouvoir et à sa liberté naturelle au profit du tout dont il fait partie, et non pas d'un tiers extérieur au contrat, le souverain, contre lequel il n'a pas de garantie. Donc par le contrat social, l'individu entre dans une communauté dont il est membre à part entière. Aussi, ce pouvoir auquel il renonce au profit du tout, il ne le perd pas totalement, car ce qu'il abandonne en tant qu'individu, il le retrouve en tant que citoyen. D'accord ? Il gagne l'équivalent de tout ce qu'il perd. Souvenez-vous, ces formules de votre cours de première année. D'autre part, il n'y a pas, pour Rousseau, de rapport d'extériorité entre le citoyen et la loi. Puisque la loi n'est pas la volonté de quelqu'un, du souverain par exemple comme chez Hobbes, d'un individu privé, mais l'expression de la volonté de tous. Donc, nous acceptons l'autorité de la loi parce que nous en sommes les auteurs. Voilà. Et c'est ici que le concept de volonté générale est décisif. D'accord ? Cette loi est le fruit de la volonté générale. Je vous rappelle là encore, cours de terminale, ce qu'est la volonté générale. La volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous. Ce n'est pas le consensus diffus qui ne reflèterait que l'addition des volontés particulières ou l'amas des préjugés dominants, l'addition des intérêts catégoriels. La volonté générale a sa source dans le peuple et son objet est, nous dit Rousseau, l'intérêt commun. La volonté générale, c'est la volonté qui se produit en chaque individu lorsqu'il fait l'effort de faire porter son esprit vers un objet général qui est l'intérêt commun. Elle désigne, cette volonté générale, ce que peut vouloir chaque homme, pourvu qu'il soit face à sa conscience et solidaire d'aucun parti, d'aucune brigue, d'aucun clan, d'aucun intérêt catégoriel. Et cette volonté générale, elle repose sur l'existence en nous d'une raison capable de participer à l'universel, capable de nous extraire de nos coutumes, de nos habitudes. Je cite la reformulation qu'en donne Diderot dans l'encyclopédie. C'est un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable peut exiger de lui. Voilà. Cette volonté générale,
elle ne parle pas en vous de manière parfaitement spontanée. Elle suppose, pour émerger, un effort, une ascèse. Voilà. Lorsque vous entrez dans l'isoloir, hein, eh bien, il faut faire l'effort de ne pas voter seulement comme un étudiant, comme un prof, comme un médecin, vous voyez, seulement en fonction de vos intérêts particuliers. Mais, vous voyez, ce voile hein, de l'isoloir, ce rideau, c'est le rideau de l'ignorance, tel que le préconise John Rawls. Comment est-ce que vous voteriez si vous ignoriez totalement votre situation sociale et individuelle? Voilà. Quelle société vous voudriez, voyez, dans l'absolu? Voilà. Eh bien, il faut supposer que l'ordre social puisse reposer, voyez, sur une telle volonté générale. Il faut supposer qu'il existe effectivement un point dans lequel nos intérêts convergent. Je reviens à ce que disait Diderot. Hein. C'est un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions, sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable peut exiger de lui. Voilà. Il y a un point de compromis entre nos intérêts. Voilà. On peut douter de l'existence de ce compromis. Peut-être qu'il n'y a aucun point de compromis entre nos intérêts. Mais pour Rousseau, si vous doutez de l'existence d'un tel de la rencontre en fait entre nos intérêts, eh bien vous doutez de la vie politique elle-même. Je cite Rousseau, c'est ce qu'il y a de commun dans les différents intérêts qui forment le lien social. S'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s'accordent, nulle société ne saurait exister. C'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Voilà. Donc, il y a bien au fond de la vie sociale un intérêt commun, un désir partagé, et c'est sur ce désir partagé qu'on peut fonder la vie politique. Et donc c'est ça la volonté générale. C'est la volonté qui parle en nous lorsqu'on s'extirpe de la particularité de notre situation et qu'on est capable de vouloir ce qui est bon en soi et pas seulement pour soi. La volonté générale, je reformule encore, c'est une réflexion commune concernant les règles qui doivent organiser la vie en société. Vous voyez, c'est une volonté réfléchie qui peut se confondre en gros avec la décision majoritaire, hein, à condition que tout le monde se soit exprimé et que tout le monde se soit exprimé en fonction de ce qu'il estime être l'intérêt de tous et pas son seul intérêt personnel. Voilà. Alors Rousseau n'est pas naïf, hein. Il sait qu'il est délicat de faire parler en nous cette volonté générale. Il sait qu'il existe nécessairement une tension en chaque individu entre la volonté générale et l'intérêt particulier. Entre le citoyen capable de viser l'universel et l'individu mu par des désirs égoïstes. Voilà. Et ce qui empêche souvent l'homme de faire corps avec la société, c'est son intérêt privé. Voilà. Eh bien, être citoyen, c'est avoir le sens du bien commun. Mais ce sens du bien commun, il coexiste toujours en nous avec l'individu qui a, lui, des désirs singuliers et égoïstes. Voilà. Il est normal que ces désirs existent. Ils sont légitimes, mais il faudrait savoir les faire taire au moment de prendre des décisions politiques. Voilà. Et je pense que Rousseau est un philosophe très intéressant sur cette question du rapport entre désir et politique, parce que justement, il nous montre qu'au sein de nos désirs, il y a cette tension entre désir privé, singulier, égoïste, et désir commun. Et cette tension, en fait, c'est en nous qu'il faut la résoudre. C'est pas seulement, voyez, entre les individus. Voilà. C'est ce qui m'amène à faire deux remarques. Pour Rousseau,
Le défi, excusez-moi, de la vie politique, ce n'est pas seulement la coexistence de nos désirs individuels. Le défi de la vie politique, c'est justement d'éduquer en chaque individu sa faculté de désirer pour le rendre capable de sortir de l'entêtement et de l'unilatéralité de son désir. Voilà. Je pense que c'est vraiment une philosophie très intéressante sur le désir. Si on repart de cette tension entre le désir particulier et la volonté générale. Il y a ces deux polarités quelque part en nous. Et en fait, la vie politique, elle est là pour renforcer en chacun de nous le point de vue de l'universalité. Voilà. Et ça donne à la vie politique une ambition, je crois, plus large que celle de Hobbes. Parce que, comme Rousseau le remarque dans le contrat social, hein, l'accord passé entre les hommes n'a pas seulement pour vocation à nous faire vivre côte à côte, à former entre les hommes un agrégat, vous voyez, comme un tas de sable, eh bien, est formé de grains de sable côte à côte. La vie commune n'est pas simplement un agrégat dans lequel chacun vit à côté des autres dans la crainte d'un souverain. Vous voyez, ce vivre à côté, il est rendu possible par la crainte commune du souverain. Non, il y a dans la vie politique la recherche d'un vrai vivre ensemble. Et c'est ce que Rousseau appelle une association. La vie politique, c'est pas un simple agrégat d'individus avec des désirs particuliers, mais c'est une association autour d'un projet réellement commun, la volonté générale. On partage, vous voyez, une finalité commune. Mais évidemment, cette finalité commune, cette volonté générale, elle ne parle en chaque homme que dans le silence des passions, que lorsqu'il considère rationnellement ce que son désir a de compatible avec le désir de l'autre. Donc, et ça c'est une conclusion très importante, le passage de l'état de nature à l'état civil, chez Rousseau, ne se contente pas de réprimer le désir. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon corrigé sur désir et répression. Le passage de l'état de nature à l'état civil ne se contente pas de réprimer le désir. Il le moralise, il le civilise, en le faisant passer de l'impulsion du seul appétit qui est esclavage, je cite Rousseau, à l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, qui est liberté. Voilà, cette loi qu'on s'est prescrite, qui est la même pour tous, qui est dictée par la raison, qui fait qu'on envisage notre conduite du point de vue de l'universel, eh bien, elle a garanti que les désirs de quelques-uns ne prendront pas le pas sur les désirs des autres, mais c'est la garantie aussi eh bien, que nous, individus, nous saurons nous extirper de nos désirs égoïstes et animaux. Voilà. Donc, vous voyez, la politique rousseauiste, elle est pour le désir beaucoup plus ambitieuse, mais peut-être beaucoup plus exigeante et quelque part idéale. Rousseau n'est pas naïf. Il sait très bien que eh bien, l'individu peut toujours prendre le pas sur le citoyen. Voilà. Et que cela suppose, et ce sera ma deuxième remarque, une éducation. Afin que justement le désir particulier ne prenne pas le pas et le dessus sur la volonté générale. Qu'il ne se fasse pas passer illégitimement pour universel. Et Rousseau va consacrer toute la fin du contrat social, de son texte Le contrat social, à cette question-là. Pour Rousseau, en fait, il faut parvenir à modeler de l'intérieur le désir à partir des mœurs. Les mœurs doivent nous apprendre à désirer ce qu'il faut, c'est-à-dire le bien. Excusez-moi, les mœurs doivent nous apprendre à désirer ce qu'il faut, c'est-à-dire le bien pour tous, et pas simplement le bien pour nous. Cela ne peut pas passer par la force physique. Il faut une force passionnelle plus puissante, celle
capable, celle, par exemple, d'une religion. Et donc c'est là que Rousseau va imaginer cette idée un peu étrange, à la fin du contrat social, d'une religion civile. La religion est la seule force suffisamment coercitive et efficace pour effectuer en nous cette métamorphose. Et ce qu'elle promeut, d'ailleurs, ce ne sont pas des dogmes abstraits, mais des sentiments. L'amour de la loi, le désir de vivre ensemble, de se sacrifier pour les autres. Voilà. Et cette religion repose sur un credo, l'existence d'un Dieu bienveillant qui récompensera les bons, qui punira les méchants, sur le caractère sacré et saint de certains éléments comme le contrat social. Voilà. Et donc ce que Rousseau va réussir à penser, enfin va chercher à penser, et qui sera important dans une réflexion politique, c'est qu'il est nécessaire de consolider l'ordre extérieur politique par des relais qui sont intériorisés par l'individu. Il faut trouver peut-être hors de la politique le ressort du consentement des individus à la loi, dans peut-être le social. Alors je vous rappelle que c'est ce que la psychanalyse parvient à penser à travers le surmoi, l'intériorisation des interdits, etc., ou encore les sciences humaines comme la sociologie nous montrent comment petit à petit, eh bien, la sociologie pense les mécanismes par lesquels le monde social est progressivement intériorisé dans l'individu. Voilà. Avec évidemment ces risques. C'est que finalement on incorpore peut-être parfois des ordres injustes qui nous dominent et qui nous répriment. Voilà. Mais vous voyez, il faut sortir peut-être de ce face-à-face entre la loi et le désir pour montrer comment en fait ce monde social va petit à petit s'incorporer dans l'individu. Voilà, alors pour conclure sur Rousseau, je souligne vraiment l'originalité de cette philosophie. La vie politique donc, a besoin d'être instituée, a besoin d'être construite par un artifice, d'accord ? Elle n'est pas naturelle comme chez les anciens, mais le désir qui se trouve à son fondement, c'est bien la liberté et pas la sécurité ou encore le bonheur. Voilà. Et deuxième point, cette vie politique, elle va avoir pour effet et pour condition aussi d'éduquer notre désir. Voilà. Pas simplement de nous faire vivre de manière non conflictuelle les uns à côté des autres, mais nous faire vivre ensemble et donc de nous extraire de l'unilatéralité et de l'égoïsme de notre point de vue. Voilà. Et donc, elle va nous transformer, cette vie politique.